Et rebonjour, nous voici de retour. It's going to be an hybrid session, part in French et en partie en anglais, ou dans un sens ou dans l'autre. On va démarrer ici effectivement pour parler de mobilité lourde et plus particulièrement de camions à hydrogène. So we're going to talk about hydrogen trucks, right? Nous avons ici Jérémy, Tariel et Nicolas. Je vais vous les présenter. On a deux types de projets extrêmement intéressants. Vous savez que l'offre de camions à hydrogène est une offre qui est très embryonnaire aujourd'hui. Un grand nombre de constructeurs sont en train de s'y intéresser et développent les premiers camions. Mais il y a une autre voie qui existe aussi, une voie qui est expérimentée par deux acteurs que nous avons ici, Eneo, ici présent, et Ulemco in the UK, who is also doing exactly the same thing, retrofitting trucks, converting trucks to hydrogen. Well, in a very special way because you're burning hydrogen, and here we are talking about fuel cell. Alors ici, on va parler de piles à combustible, et ne m'en voulez pas si je switch d'une langue à l'autre. Bien, en France, cette thématique de l'hydrogène est en train de se porter de plus en plus vers la mobilité lourde, avec des problématiques qui sont très fortes, qui sont posées aux transporteurs et aux chargeurs, avec des contraintes réglementaires de plus en plus fortes qui nous viennent de l'Europe notamment, avec des objectifs qui sont fixés, qui font que eh bien, d'ici 2035, les constructeurs auront l'obligation réglementaire, sous peine de pénalités fortes, de convertir une partie des véhicules vers le zéro émission. Et vous avez décidé, vous, ensemble, en fait, de prendre le sujet à bras-le-corps, à la fois en tant que transporteur, en tant que société innovante qui va faire de la technologie de rétrofit, mais aussi avec un chargeur. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter cette histoire ? Je vais demander à Tariel un peu de reprendre l'historique de ce projet qui associe chargeur, transporteur et entreprise technologique. Oui, bonjour à tous. En présentant I will talk in French then. I go for French. Yes, l'histoire de cette aventure, effectivement, c'est d'abord, vous dites un cadre réglementaire. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi une volonté d'entreprise. On se fixe nos propres objectifs. Et effectivement, une société comme la nôtre, donc DB Schenker, on a l'ambition effectivement de contribuer à la neutralité carbone pour 2040. Et donc, on a un jalon intermédiaire à moins 55% d'émissions de CO2 à l'horizon 2030. Donc DB Schenker, en quelques mots. DB Schenker, donc transporteur, commissionnaire de transport, sous tutelle de la Deutsche Bahn. Et nous sommes donc commissionnaire de transport en aérien et maritime, et puis transporteur sur le territoire européen, mais aussi en Asie et aux États-Unis, et en France, encore connu sous le nom des transports joyaux. C'est un petit clin d'œil. Voilà, donc vendéen de base, et ce qui nous rapproche donc de Jérémy et des équipes d'Ineo. L'idée générale, c'est effectivement qu'on a mis le doigt dans la décarbonation des cas d'usage les plus courts. On passe à la livraison urbaine avec de la mobilité vélo, avec des premiers camions électriques qu'on a mis en place sur le territoire national et au niveau européen. Et puis quand on commence à se pencher sur les questions de la mobilité plus lourde, donc des longues distances et les véhicules et les tracteurs 44 tonnes qu'on opère, pour rappel, on fait à peu près 1400 tractions toutes les nuits d'un point A à un point B, enfin d'une ville française à une autre ville française, et que en France, donc ça représente 7 fois le tour du monde. Et ben on se dit, mais comment est-ce qu'on va bouger tout ça ? Donc il y a plusieurs alternatives qui se proposent entre les carburants, les biocarburants, si on peut dire, hein. Je les regroupe dedans. Et puis effectivement, l'hydrogène, et on voit que le salon ici est très riche, et il y a toute une effervescence autour de ça. Et nous, il y a 1 an et demi maintenant, 2 ans presque, hein, je peux dire, on s'est dit, il y a quelque chose à faire effectivement autour de l'hydrogène et de la mobilité de ces poids lourds. Et c'est comme ça qu'on a déposé donc l'année dernière, en décembre, un appel à projet auprès de l'ADEME, dans un petit groupe plutôt resserré entre un chargeur, un transporteur nous-mêmes, donc un rétrofiteur et puis un énergéticien, pour pouvoir effectivement d'essayer d'accélérer et de monter en compétence sur cette mobilité. Et c'est comme ça qu'on est en train de bouger les 2 premiers véhicules, et tu l'expliqueras plus
plus précisément. Donc voilà l'histoire finalement de ce démarrage. L'idée, donc, on commence avec 2 véhicules. L'appel à projet, c'est 10 véhicules au total. Donc dans un rayon d'action qui sera plutôt le Grand Paris. Le Grand Paris, d'accord. C'est du dégroupage régional ou c'est... Oui, ça sera des tractions qui partiront au sud de Paris, Rambouillet, et qui remonteront vers le 02 et qui redescendront dans l'autre sens et qui auront un point d'avitaillement en hydrogène vert sur le port autonome de Gennevilliers. D'accord, très bien. Alors pour ça, vous avez fait appel à une entreprise qu'on n'aurait pas identifiée comme ça a priori, qui est quelqu'un qui vient du monde du camion, de la mécanique même plus précisément, Jérémy. Oui, en effet, bonjour à tous. Donc moi, à la base, je suis un simple garagiste automobile de Vendée. Et si on en est arrivé là, c'est à cause d'une histoire en 2015, c'est l'affaire du Dieselgate et des voitures truquées qu'on a tous entendu parler dans la presse, qui nous fait poser des questions sur l'avenir de notre profession. Et c'est là qu'on se met déjà en tête de transformer une première voiture en 100% électrique batterie. C'est ce qu'on a réalisé et cette première expérimentation nous a permis de nous faire connaître. Et j'ai eu la chance de participer à l'intégralité de la rédaction du texte aujourd'hui, qui propose de transformer les véhicules thermiques en électrique et hydrogène. Oui, la France était un peu une exception. En Europe, elle n'avait pas encore implémenté cette possibilité qui existait dans d'autres pays, donc de prendre un camion existant qui a déjà tourné ou neuf et de faire ce qu'on appelle du rétrofit. C'est bien ça que vous faites en fait. Oui, c'est bien ça. Donc on a la chance en France que le texte a été voulu très professionnel. C'est pas la porte ouverte à tout. Donc c'est très très bien structuré. On parle aujourd'hui de véhicules qui doivent avoir plus de 5 ans pour sortir des périodes de garantie constructeur, d'extension de garantie ou contrat de leasing. Donc ça a été très très bien structuré pour ne pas mettre tout le monde en porte-à-faux. Donc c'est très intéressant de se dire que tous ces millions de véhicules qui existent déjà sur la route, on va pouvoir en faire quelque chose d'autre, de plus vertueux. Il faut quand même les considérer. On veut basculer rapidement dans une transition énergétique des mobilités, mais si on oublie tout ce qui a été déjà produit, il faut pas omettre que recycler un véhicule, c'est très énergivore, donc on ne peut pas se fermer les yeux sur ce parc existant, et c'est ce qu'on propose aujourd'hui de faire, de pouvoir passer d'une solution d'un véhicule thermique en excellent état, et de le passer directement avec une solution en remplaçant le moteur thermique par un moteur électrique, qui sera alimenté par un pack batterie, pile à combustible et réservoir d'hydrogène. Voilà, donc effectivement, qu'est-ce qu'on enlève et qu'est-ce qu'on met à la place pour passer d'un camion énergie fossile à un camion électrifié à hydrogène avec une pile à combustible? Donc on remplace ce qui ne sert plus à rien, donc le moteur échappement, réservoir. On vient mettre ce moteur électrique, donc dans notre développement, se met en lieu et place du moteur d'origine, donc la boîte de vitesse est conservée, ce qui permet de faire beaucoup d'économies d'énergie. On a pu le démontrer, jusqu'à 20% d'économie grâce à la boîte de vitesse. Ça a l'avantage aussi d'assurer une maintenance simplifiée, puisque de l'embrayage jusqu'aux roues, votre véhicule est totalement d'origine et facile à entretenir avec des composants existants. Et donc une fois qu'on a mis ce moteur électrique en place, alors on a du développement interne pour avoir un algorithme pour communiquer avec la partie électronique. Donc là, c'est un peu plus technique. On a eu d'ailleurs déposé un dépôt de brevet là-dessus. Et ensuite, on vient alimenter le système par un pack batterie, une pile à combustible, un réservoir d'hydrogène. On a voulu ce système le plus efficace possible. On a des très très bons résultats où on obtient plus de 400 km d'autonomie par 44 tonnes. Et on a développé également une solution, et c'est tout l'intérêt du rétrofit par rapport au neuf, c'est qu'on va pouvoir transférer l'équipement d'un camion à un autre au fur et à mesure des exploitations par les transporteurs. Donc faire vivre le système beaucoup plus longtemps sur plusieurs châssis différents. Et quel est l'avantage réellement? C'est un avantage économique? Comment ça se traduit pour l'utilisateur final en fait? C'est déjà un modèle économique complètement disruptif, puisque par rapport à nos habitudes de consommation où on achète pour renouveler, là on va construire quelque chose qui va durer. Donc le premier avantage, il est environnemental, puisque ce système va être construit pour durer. Et l'avantage économique qu'on a découvert au fur et à mesure en comprenant les habitudes de consommation des transporteurs, l'avantage économique, c'est de se dire que ce système va être amorti sur beaucoup plus longtemps. Et dans les premières données qui commencent à ressortir, c'est qu'on va avoir quelque chose qui va devenir accessible, certes un peu plus cher aujourd'hui que le diesel en exploitation, mais qui va devenir accessible le plus tôt possible au plus grand nombre d'exploitants et de transporteurs. Parce qu'en fait, il y a quand même une difficulté particulière. On parle beaucoup d'hydrogène, par exemple, dans les bus. Un bus, on va l'amortir entre 12 et 15 ans.
On a une flotte qui est totalement captive, avec des usages qui sont bien contrôlés. Et là, on a des usages qui sont radicalement différents. Enfin, moi, j'ai découvert avec le monde des transporteurs que certains, au bout de 3 ans, le camion, il avait fait 110 000 bornes par an, on passait à autre chose, quoi. Tout à fait, mais ça, c'est aussi voulu par une réglementation comptable et fiscale en France qui dit aux entreprises, vous achetez un véhicule neuf et vous devez l'amortir entre 3 et 5 ans. Ce qui veut dire qu'au bout de 5 ans, l'entreprise, naturellement, remplace par un nouveau véhicule, puisque si elle ne remplace pas le véhicule, quelque part, l'impôt sur les sociétés va augmenter et c'est quelque part pas le but. Donc, naturellement, les règles fiscales et comptables imposent quelque part ce renouvellement prématuré des véhicules qui, aujourd'hui, n'ont plus de sujet de corrosion. C'est clair qu'on n'est plus dans les années 70, mais un véhicule, au bout de 5 ans ou même au bout de 10 ans, la corrosion n'est pas un sujet. Et on vient simplement, nous, retirer la partie qui est la plus complexe ce moteur thermique, qui en fait n'est plus adapté à l'usage du transporteur au-delà de 5 ans, à cause d'encrassement de filtres à particules ou d'événements du fait qu'il soit plus approprié. Et c'est juste cette partie complexe qu'on vient remettre au goût du jour avec une nouvelle technologie. Donc on résout pas mal de problèmes par la solution du rétrofit dans le monde du transport. Okay. Juste pour conclure, parce qu'on va continuer avec Nicolas, il nous faut aussi un client pour ça, parce que vous avez un surcoût de véhicule, il faut qu'à plusieurs, il y a un partage du surcoût aujourd'hui. Le client, c'est ? Alors le client, il y en a deux en fait. On est nous transporteurs, mais on est aussi commissionnaire de transport. Donc on est déjà notre propre client, puisqu'on va faire bénéficier finalement de notre travail de groupeur à nos clients groupeurs, donc une multitude de clients. Et puis aussi on a L'Oréal qui est aussi partie prenante dans le sujet pour une partie du trajet. Et donc effectivement, et pour rebondir sur la question de l'amortissement, effectivement, on a le hockey de notre direction pour pouvoir mener les investissements sur des périodes plus longues, donc de 8 ans, même si on a essayé de pousser pour 10 ans, mais pour le moment c'est 8 ans, donc, ce qui permet effectivement d'avoir ces véhicules non plus sur 3, mais sur 8, ce qui change quand même la donne et qui permet aussi d'écraser les coûts et ce fameux TCO. Donc voilà un élément majeur. Merci beaucoup. Un petit complément, je veux dire aussi qu'on travaille énormément avec les leasers, des grands leasers nationaux, pour justement aussi s'adapter aux modèles économiques des transporteurs actuels, pour essayer de proposer du releasing et construire une nouvelle vie et une seconde vie. Donc il y a un gros travail aussi réglementaire à faire, mais on a la chance d'avoir des leasers aujourd'hui en France qui nous aident et qui travaillent également à rentrer dans ces modèles. Okay. Thank you, gentlemen. Now switching back to English with Nicolas. Very pleased to meet you and to host you here. You're coming to us from Manchester, right? Yeah. Please, your mic next to... okay, so Ulemco is an English company, right? You are going to explain that to us. And you have a slightly different approach to retrofitting, as we just discussed here, because you're, for the time being, and you will explain if you have other plans about that, but you are actually trying to burn hydrogen in ICE engines, right? Yeah, so to explain what Ulemco do, we're a hydrogen vehicle specialist focused on retrofitting commercial fleets. So we've commercialized a product that's hydrogen dual fuel. So it's not zero emission, it's a proportion of hydrogen that burns with the diesel to allow the vehicle to use hydrogen. If there's no hydrogen available, it will still revert back to being a diesel vehicle. As part of our research and development, we also have a transition to 100% hydrogen combustion, as well as 100% fuel cell as well. But where I am coming from to get there, I mean, is this a real demand from the customers themselves saying, well, we would like to keep our engine and try to make it a little bit greener? What's the So part of the challenge as anyone, fuel cell combustion, when looking at moving to hydrogen, the infrastructure isn't as mature as it needs to be. So actually, we're trying to speed up the process of allowing people to use a proportion of hydrogen whilst mitigating the business risks. Because if the hydrogen station isn't working, which is a very common issue because of the maturity level, also if they're not used enough, they come into issues. Actually, as a business who have critical jobs, they can still continue to use the diesel vehicle as they need to. So we're displacing about 40%
of the diesel use, which is a direct CO2 tailpipe saving, and it's allowing customers to transition to use hydrogen as a new energy. So I guess that with this approach, you are targeting many type of vehicles. So there is a huge variety of vehicles that can be addressed this way. Yeah, so the technology is applied to a diesel engine. So we focus on Euro 6 so that it addresses the CO2 emissions It's not me. as well as the NOx issues. Because, of course, when you get that NOx piece needs to be controlled. So we focus on Euro 6 vehicles to ensure that they're no worse than a Euro 6 by using hydrogen in a combustion engine. So we're targeting commercial fleets. So we've got a lot of vehicles with local councils because they need to address the CO2 emission reduction. So we've got over 100 dual fuel vehicles on the road in the UK today. And part of the incentive with using dual fuel, apart from the benefits of transitioning, actually it's lower cost. So it helps speed up the process of more customers using hydrogen as an energy, and we're supporting the hydrogen infrastructure to be built around them. So typically, just to set context in terms of cost, a retrofit of dual fuel between 40 and 50,000 pound per vehicle, and it will allow you to repurpose your vehicle while saving 40% emissions. So it's quite an attractive offer when looking at fuel cells that are 4 or 5 times the cost right now. And part of what we're trying to do is say you can save CO2 now and not wait for the prices of fuel cells or the technology to catch up, and you can start doing more today. So that's the real driver and why that product's more commercialized than the others. So in other words, it's a transition roadmap, It's right? bridging technology, absolutely, yeah. Okay. If I remember well, 15 years ago, companies like BMW, they were trying to burn hydrogen in ICE engines, right? It was not very conclusive. Some fatigues on the materials and problems of efficiency, notably. Do you have, in what you're doing, a specific technology or innovation that improves the process? Is there any impact on the engine beyond the fact that we have a positive impact reducing CO2? Yeah, so the point of why we will offer whatever the customer wants if they want fuel cell, but the reason I myself particularly am quite passionate about using the combustion engine is actually you keep the efficiency of a diesel engine, and that's the purpose. The bigger the vehicle, the more energy it needs. It needs to be able to move and work as a diesel engine does now. So let's take construction, mining equipment. Fuel cells are susceptible to dust, to all these refined qualities, where actually a diesel engine is used to taking those. So the issue that's always been around using a combustion engine is that you can't control the NOx emissions, but that isn't true. So that's been proved. You've got supporters, Toyota announced they're going to do a combustion Prius 2023, JCB, the absolute giants of that type of vehicle, they're heavily backing the combustion engine, and the benefit is it's lower cost and we can reuse the existing skill set that exists across the whole world. So we'll therefore transition quicker to hydrogen. Okay, so this blending of brown and green stuff, the positive thing behind that is that it's going to create demand for hydrogen and refueling stations. Yep. And this creates a roadmap going forward. So when do you yourself as a company position on this roadmap for going to full 100% zero emission solution? Okay, so what I'll say, even if I had a zero emission commercial offering today to give to you as a fleet owner, the hydrogen infrastructure isn't reliable enough or mature enough, rather, to support that journey across the UK right now, or anybody, or anywhere for that matter. So for you as a business operator to have guarantee that you can go from A to B to B to A, it isn't there right now. So what we're trying to do is help grow the infrastructure by using this proportion and cluster demand. So you'll hear this term a lot.
we're working with the hydrogen suppliers to cluster the demand that's needed to create the hubs around the UK. And once the infrastructure is reliable, matured enough, that actually you can use full zero emission vehicles without any concerns of needing backup diesel applications in case they don't work, then that's when we will fully roll out our zero emission option. Okay, well, how do you see yourself as a company in that future? Rather in 100% hydrogen internal, we're burning hydrogen in internal combustion engine. I was looking for the word. Or do you see yourself more in the fuel cell? So I think there'll be more... In 10 years from now? Yeah, more likely the combustion engine, because I think once people realise the cost difference, so the average will be 15 to 20% over an existing diesel vehicle rather than twice the cost of an existing diesel vehicle. So the cheaper it is, the more uptake there'll be. So we'll go where the demand is. We're very much customer-led, and if the technology is there, then that's what we'll follow. But we'll continue to offer fuel cells for those that need it. So we can offer a range extension on a base electric vehicle. So we've got the world's first zero-emission ambulance at COP26 next week in Glasgow. And that is in partnership with the NHS, London Ambulance Service, and that's a zero-emission fuel cell ambulance. So where it suits, if it's an electric vehicle, it's not quite giving the range that's needed, we will apply a fuel cell. It's about recognising the best suited technology for the purpose. Okay, and to conclude with that subject, in terms of go-to-market strategy today, yourself, Lemco, you're operating in the UK, right? Other countries targeted? Yeah, so we're prominent in the UK. We've got licensed partners in New Zealand, Australia, soon to be Canada. We are looking to, it's a business model that we want to license our technology globally to help the transition to net zero quicker. So that's part of our business model. But like I say, obviously we've got over 100 vehicles in the UK right now. And yeah, we want to mirror what we're doing in the UK everywhere else. Okay, and in Europe, I mean the continental Europe? Yeah, absolutely, yeah. So we're hoping to find partners in France that can help the transition here also. Okay, looking for partners, yes. Right. So everyone is looking for partners, which is, in these new ecosystems, it's a prerequisite. Okay, I would like to thank you all for being here and talking about this very interesting application. I personally believe a lot in the heavy-duty vehicles using hydrogen, whatever is the way we use hydrogen. So thank you very much. I would like you to applaud our speakers. And on va passer à une autre session très vite avec IVIA, la joint venture entre Renault et Plug Power, pour discuter de véhicules utilitaires. Je vous remercie.